tout le monde, bienvenue. On va parler encore une fois SEO et Python pendant 1 heure aujourd'hui. Je vais peut-être baisser un peu la musique. Voilà. Hop, histoire qu'on m'entende un peu mieux. Voilà, donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à vous manifester quand vous arrivez. Alors, les dernières fois où on s'est parlé, on a surtout échangé sur une problématique de prédiction et notamment de prédiction de trafic avec XGBoost. Alors, je me suis rendu compte tout à l'heure que j'avais oublié de mettre le code en ligne sur GitLab, donc je ferai ça dans la semaine, histoire que vous puissiez récupérer le code qu'on a déjà fait. Et puis, on reprendra ce sujet probablement dans un prochain live. Mais cette semaine, je voulais rebondir un petit peu sur l'actualité. Alors, actualité pour laquelle je vais déjà faire une aparté pour féliciter l'ami Fred Bobet, qui s'est vu remettre il y a quelques jours le prix de la personnalité de l'année lors du SMX de Paris. Je crois que c'était il y a 15 jours, donc bravo à lui, ça fait plaisir de le voir au palmarès. Et puis c'est toujours un prix qui, pour l'avoir vécu en étant la jeune personnalité de l'année en 2018, c'est un prix qui surprend mais qui fait vraiment énormément plaisir quand on le reçoit. Donc voilà, j'ai hâte de le croiser pour arroser ça avec lui. Dans l'ordre des choses aujourd'hui, alors comme je vous l'ai dit, je voulais faire une petite pause par rapport à la prédiction de trafic et notamment parce que on a vu un petit échange avec Laura Blanchard que beaucoup de SEO connaissent bien, puisqu'elle elle fait partie de l'équipe Cozy. Donc je sais pas si Laura nous regarde, mais si c'est le cas, on va pouvoir voir ensemble comment répondre à sa question. Donc en gros, la problématique de Laura, qui date ni plus ni moins que hier soir, c'est qu'elle a une longue liste de mots-clés qui contiennent différents termes qui ne l'intéressent pas et qu'elle souhaite tout simplement nettoyer cette liste. Alors, il y a plein de possibilités, plein de solutions qui se valent plus ou moins, une fois qu'on a compris la problématique, on va dire. Il y a notamment, évidemment, des gens qui veulent utiliser ChatGPT. Je suis pas certain personnellement que ce soit le meilleur outil pour ça, mais ça se teste après tout. Bref, il y a beaucoup de réponses. Il y a déjà eu des solutions qui ont été proposées et qui ont l'air de bien fonctionner. Mais moi j'ai proposé de le faire en Python, d'abord parce que ça peut permettre d'avoir une autre vision des choses, et puis surtout parce que c'est vraiment un des exemples typiques des choses qu'on peut très facilement faire en Python, et on va voir ça ensemble dans les minutes qui viennent. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Eh bien, voilà, j'ai une liste avec un mot-clé et pour chaque mot-clé, un volume de recherche. J'en ai quelques milliers puisque je crois qu'il y en a, voilà, il y en a un peu plus de 10 000. Et du coup, le but du jeu, c'est notamment dans des mots-clés comme celui-ci, location, appartement plus un nom de ville, d'être capable de retirer le nom de ville. Alors, ça peut paraître à la fois simple, mais en même temps, c'est pas forcément si simple que ça. D'abord parce qu'on a des mots-clés qui sont vraiment très variables. On a aussi probablement pas mal de nettoyage à faire sur des marques, et cetera. On verra dans la suite ce qu'on peut, si on a le temps, ce qu'on peut faire au niveau de la détection d'entités nommées, par exemple. On a des faux doublons, par exemple, ici, je vois qu'on a un sur le, avec ou sans tiret. Bon, c'est ni plus ni moins que le même mot-clé, hein.
Et puis on va avoir également, des emplacements de nos localités qui vont être assez différents. Donc pas si simple finalement de traiter cette problématique-là, mais moi quand j'ai vu le tweet de Laura, j'ai tout de suite pensé à une solution, c'est tout simplement de faire un simple rechercher remplacer, mais avec une liste de localités. Donc l'idée va être assez simple, c'est, vraiment tout simplement, on va prendre la liste de mots-clés et une liste de mots-clés, on va dire, qu'on souhaite supprimer de cette liste et bah, on va croiser les 2 et voir ce que ça donne. Alors la problématique, c'est comment on trouve cette fameuse liste de villes et bah, en fait, c'est relativement simple puisque on peut aller très simplement sur data.gouv.fr, la plateforme ouverte des données publiques françaises. Et c'est un truc dont j'ai déjà parlé, mais un site sur lequel vous allez retrouver énormément de datasets publics et dont vous avez, tout à fait le droit de vous servir, en tout cas dans la très grande majorité des cas, qui répondent à quantité de problématiques, mais notamment à des problématiques géographiques. Donc je pourrais, par exemple ici, aller regarder un petit peu ce qu'on me propose. Moi, ce qui va m'intéresser surtout, ça va être la liste des villes et des communes de France. Alors, je sais pas dans quelle catégorie exactement il faut chercher, mais peut-être dans les données postales, par exemple. Base officielle des codes postaux. Mmh. Alors, le problème de data.gouv.fr, c'est qu'il y a vraiment énormément de datasets et du coup, il faut trouver celui qui est le plus adapté, on va dire, à notre problématique. Bon, j'ai bien envie de partir sur le premier quand même, la base officielle des codes postaux. À quoi ça ressemble? Le nom de la commune, le code INSEE de la commune, la ligne 5 de l'adresse. OK, le code postal, le libellé. Ça m'a l'air plutôt prometteur. Est-ce qu'on a un aperçu? Je ne crois pas. Eh bien, on va télécharger ça. Je vois qu'il y a un export au format CSV. Allez, on va tester ça. En fait, moi, ce que je veux tout simplement, c'est la liste des villes de France, qu'on va peut-être éventuellement enrichir avec la liste peut-être des départements, la liste des régions et éventuellement, si on voit que ça ne suffit pas, la liste, de pays et de villes, dans d'autres pays. Alors, bah, c'est à peu près ce que je veux. Ce qui est un peu dommage, c'est que tout ça est en majuscule, mais bon, on va pouvoir, découvrir comment on nettoie tout ça en Python. Et du coup, des codes postaux, j'en ai 39 000, donc je pense que c'est une liste plutôt exhaustive. En France métropolitaine, il y a à hauteur de 36 000 communes. Donc ça veut dire que, puisqu'ici en plus on a a priori des codes postaux en 97 et 98, on a également les DOM et les TOM. Mais en tout cas, ça m'a l'air plutôt exhaustif. Alors il faudrait évidemment aller vérifier, et cetera. D'expérience, la problématique avec ce genre de liste-là, c'est surtout la mise à jour, puisqu'il y a quand même régulièrement des petits changements, des communes qui vont fusionner par exemple, ou changer de nom, ou ce genre de choses. Et du coup, bah, c'est compliqué de maintenir à jour ce genre de liste-là. Mais voilà, ceux qui sont habitués aux gros sites avec des fortes composantes de localisation, type annuaire et ce genre de choses, doivent savoir à peu près de quoi je parle. Ce qui compte, c'est surtout, on va dire, le 10 voire 5% des plus grandes villes de France. Et le reste, c'est beaucoup de remplissage. Donc si on a quelques erreurs, c'est souvent pas très très grave. Et je pense que dans une liste comme celle de Laura, où on a à peu près 10 000 mots-clés, on va certainement pas trouver les 36 000 communes de France. Bref, on va partir du coup avec cette liste-là. Euh,
voilà. Et du coup, pour gagner un petit peu de temps, alors j'ai installé plusieurs, alors j'ai créé un nouveau projet évidemment et installé plusieurs librairies qui sont des librairies pour la plupart, relativement classiques, qu'on a déjà vues ensemble et puis d'autres trucs qu'on verra, si on a le temps tout à l'heure. Bah, a priori, on va pouvoir lancer un notebook. Hop, voilà, parfait. Donc vous pouvez voir que j'ai un simple serveur notebook dans lequel j'ai juste glissé un fichier qui s'appelle keywords.csv qui est ni plus ni moins que la liste de mots-clés fournie par Laura. Euh, voilà. Alors la seule chose que je voudrais changer par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est que je vais essayer de me servir, et je dis bien essayer parce que c'est pas du tout ce que je fais d'habitude, je vais essayer de me servir de Visual Code, Visual Studio Code, pardon, pour manipuler ce notebook. Alors par contre, il faut peut-être que je crée d'abord un notebook. Je sais pas du tout comment on fait ça puisque bah, je le fais pas d'habitude. Voilà, on va l'appeler Keywords. Hop, et je vais le fermer tout de suite. Ah, je vais peut-être l'enregistrer d'abord quand même. Hop, voilà. Et est-ce que je peux maintenant l'ouvrir ici? Hop, open. Hop là. Voilà. Donc, on va pouvoir exécuter les notebooks directement dans Visual Studio Code, ce qui va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est que bah, je vais pouvoir me servir, je ne sais pas si vous voyez où est ma souris là, mais je vais pouvoir me servir de Copilot qui a peut-être été mis à jour d'ailleurs, je n'ai pas vérifié, pour utiliser les toutes dernières nouveautés. Et puis on va voir également, parce que j'ai quand même fait 2-3 tests, on va voir également qu'il y a des petites améliorations possibles qu'on pourrait reproduire sur un notebook classique, mais qui sont directement intégrées dans VS Code. Donc parfait. Ah, on a Fred qui vient de nous rejoindre. Salut Fred, je parlais justement de toi tout à l'heure. Et donc bah, je te félicite à nouveau en public pour ton prix de la personnalité de l'année. Et oui, il n'y a pas d'effet sonore ici, désolé. Mais ce sera peut-être une des prochaines upgrades de ce stream. Ah si, j'ai un effet quand même, je peux faire ça. Voilà. Bref, passons aux choses sérieuses. Alors, donc on a a priori tout ce qu'il nous faut pour avancer. On va, comme d'habitude, se servir de Pandas, que vous connaissez maintenant plutôt bien. Et là, voilà. Donc là, c'est la petite différence par rapport à l'exécution d'un notebook classique dans le navigateur. C'est que là, VS Code, en fait, il me demande de sélectionner un noyau. Alors, je vais le refaire ici. Et je vais lui indiquer l'URL d'un notebook, enfin d'un serveur Jupyter qui existe déjà et qui va être tout simplement mon serveur local avec un token. Alors le token, en fait, on le retrouve au tout début lorsqu'on lance notre serveur. Voilà, l'URL qu'il nous indique pour accéder au serveur, elle contient un token d'identification qui permet tout simplement de bien valider que on est un utilisateur autorisé, on va dire. Voilà, donc là il suffit que je confirme et c'est parti. Et je peux relancer cette commande. Alors comme vous pouvez peut-être le voir, voilà, il y a un petit temps de connexion quand même, mais une fois que c'est fait, normalement ça devrait marcher plutôt bien. Et une des différences qu'on a par rapport à un notebook classique, c'est que là on peut voir un temps d'exécution. Alors c'est très très lent pour une fois.
pas du tout ce qui se passe, mais ça me donne pas trop confiance. Ah, ça y est, c'est fait quand même. Bon, alors 20 secondes pour importer une librairie, c'est clairement pas des bonnes performances, mais normalement, ça devrait se passer un petit peu mieux ensuite. Alors, on va commencer par charger les mots-clés de Laura dans un premier data frame. Alors, on a Copilot qui du coup nous aide bien et ça aussi, ça va nous faire gagner pas mal de temps, mais il va quand même falloir aider un petit peu Copilot également. Et moi, je sais que le séparateur de mon fichier CSV, c'est le point virgule. Et voilà. Et voilà, donc là, on a chargé nos mots-clés. On a... On a donc un peu plus de 10 000 mots-clés qui sont listés avec une moyenne de 309 recherches d'après les données Google Ads. Bref, là-dessus, je vous laisserai juger de est-ce que c'est très fiable ou pas. Mais en tout cas, a priori, notre fichier s'est bien chargé et on va également charger. Alors, c'est cool l'exécution live dans VS Code. Tu as utilisé quoi? Bah alors en fait, ça fait partie des extensions assez standards qu'on peut installer. Alors, je sais plus lesquelles sont requises exactement. J'en ai installé quelques-unes en plus, mais voilà, si tu installes l'extension Jupyter dans VS Code, a priori, tu vas déjà pouvoir faire pas mal de choses. Et puis, comme tu peux le voir, il y a quelques extensions supplémentaires. Alors, je sais pas si elles ont été installées par défaut ou pas, mais a priori, si on tape Jupyter avec un Y dans le moteur de recherche, on va pouvoir voir qu'il y en a pas mal. Et oui, exactement, c'est pour ça qu'il me demandait l'environnement d'exécution. Alors j'imagine qu'il y a moyen de faire mieux que ce que je faisais là, mais hop, je vais retourner à mon explorateur. Mais comme je l'ai expliqué, je sais pas si tu été arrivé Fred, mais c'est en fait la première fois que je me sers de Jupyter Notebook directement dans VS Code, donc c'est un peu de l'exploration. Mais je me dis que c'est probablement une bonne idée, notamment pour pouvoir se servir de Copilot en direct dans les notebooks. Et puis je testerai en offline, on va dire. Mais a priori, il n'y a pas de souci également pour se connecter à des serveurs distants comme moi j'ai l'habitude de le faire. Puisque en fait, je me suis installé mon propre petit serveur de notebook, un peu mon Google Colab privé, on va dire. Ce qui est bien pratique lorsqu'on a des très gros volumes de données à traiter, puisque ça tourne sur un serveur, on n'a pas besoin de se prendre la tête, et c'est bien pratique. Bref, revenons à nos boutons. Donc on a chargé notre liste de mots-clés à nettoyer. On a également les villes qu'on a téléchargées, hop, qui sont ici, qu'on va du coup devoir mettre dans notre répertoire aussi. Hop. Alors je vais simplement les glisser au bon endroit. Et je vais copier le nom du fichier que je vais appeler cities, tiens, parce que je suis très inspiré. J'ai pas vérifié le séparateur, mais on va voir si ça marche. Ah oui. Voilà, donc là j'avais une simple erreur parce que par réflexe j'ai utilisé pd.readcsv, sauf que je n'avais pas importé pandas as pd, mais simplement pandas, et du coup ça marchait pas. Ça devrait mieux fonctionner maintenant. Ah, et du coup a priori maintenant je vais avoir un problème de séparateur. Ah non, bah oui, tout simplement j'ai copié le nom du fichier mais je ne m'en suis pas servi. Et voilà, parfait. Bon, donc on retrouve exactement les données qu'on avait dans notre fichier. On peut voir qu'on a quelque chose qui pourrait être assez utile et
Je sais pas si on trouvera un prétexte pour se servir de ça, mais on a les coordonnées GPS, ce qui d'expérience est plutôt cool pour, notamment trouver les villes à proximité les unes des autres, ce genre de choses. Et évidemment, il y a des librairies Python pour faire tout ça. Aujourd'hui, nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout le nom de la commune. Le reste, on va pas s'en servir, donc on va tout simplement, ne garder que la colonne nom de la commune. On n'a pas besoin du code postal, mon petit copilote. Ah oui, il faut que je mette des guillemets, sinon ça ne marche pas. Voilà. Donc, déjà, on a récupéré notre liste de noms de la commune. Ce qui va nous intéresser également, c'est de transformer ces noms de communes qui là sont en majuscules, en minuscules pour correspondre à ce qu'on va retrouver dans notre fichier mots-clés. Alors pour ça, il y a des fonctions natives dans Python, évidemment, pour traiter les chaînes de caractères dont on va pouvoir se servir. Hop, tout simplement, ah bah voilà, Copilot lit dans mes pensées. Voilà, donc en gros, ce qu'on va faire tout simplement, c'est utiliser les fonctions de l'objet chaîne de caractères, on va dire, parmi lesquelles on a une fonction lower qui va tout simplement transformer les majuscules en minuscules. Et si... Hop, je vais le remettre au-dessus, ce sera plus joli. Hop, si j'affiche maintenant, voilà, on voit bien que on a transformé tout ça en minuscules. Maintenant, il va se passer un autre problème côté liste de mots-clés. Alors, on voit pas d'exemple ici, mais si je l'ouvre, on va peut-être en avoir quelques-uns assez rapidement. C'est qu'en fait, dans la liste de mots-clés, on a des caractères accentués, par exemple, ce qui, a priori, n'a pas l'air d'être le cas dans notre liste de communes. Ah, on a Alexis Rilko qui vient de nous rejoindre également. Alors, encore une personnalité. Blague que pourrait faire Sylvain Perronnet. Mais voilà, je vais m'arrêter là. Bon, a priori, on n'a pas de caractère accentué dans cette liste-là, donc c'est bien ce que je pensais. On va la laisser de côté. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est dans notre liste de mots-clés fournis par Laura, de remplacer finalement tous les caractères accentués et les caractères spéciaux, etc., par leur, par leur équivalent en ASCII, on va dire. Ce n'était pas le chat des jeunes espoirs, et bien non, puisque on a Fred parmi nous qui n'est apparemment pas un jeune espoir. Voilà, Fred, c'est un vieil espoir, mais c'est un espoir quand même. Et puis, alors je sais pas pour Alexis, mais je crois que moi-même, je suis plus maintenant en âge d'être un jeune espoir, mais ou alors j'en suis pas très loin en tout cas. Bref. Pour ceux qui n'auraient pas compris, on fait des blagues sur les Semi Awards, puisque Alexis également fait partie des lauréats. Alors je sais plus en quelle année d'ailleurs, Alexis, je crois que c'était l'année dernière, si je me trompe pas. Le temps passe tellement vite que j'ai parfois du mal à suivre. Voilà, c'était bien l'année dernière. Et ben félicitations à toi également, Alexis. Bref. Alors, comment faire pour transformer une liste de mots-clés dans laquelle on a des caractères spéciaux en une liste de mots-clés nettoyée, on va dire. Et bien pour ça, en fait, on va pouvoir se servir, là encore, de plusieurs méthodes, on va dire, en Python. Moi, il y a une méthode que je préfère parmi beaucoup, on va dire, c'est de me servir d'une librairie qui s'appelle Unidecode.
Alors, Unidecode, ça sert à plein de choses. Ça fait partie, il me semble, des librairies qui sont directement intégrées au noyau. C'est surtout utilisé pour transformer, par exemple, des textes d'un encodage de caractères en un autre. Si vous avez entendu parler, par exemple, de UTF-8, de ISO 8859-1 ou ce genre de choses-là, bah, c'est des méthodes finalement pour encoder les caractères. Le truc, c'est que tout le monde n'utilise pas la même méthode et parfois ça pose des problèmes. C'est pour ça que vous avez parfois sur des sites web ou dans des fichiers CSV ou ce genre de choses des caractères qui s'affichent un peu n'importe comment. Et du coup, Unidecode, ça nous permet de manipuler ces encodages-là. Alors, Fred nous dit: «Je vais m'en aller si tu continues avec de l'ISO». Alors moi, je déteste l'ISO et je pense que j'ai toujours détesté ça. J'ai jamais trop compris pourquoi l'UTF-8 n'est pas le seul et unique standard, même si je peux comprendre qu'avec les emojis, l'UTF-16 peut avoir son intérêt, mais en tout cas, le reste des standards n'ont pas trop d'intérêt pour moi, on va dire. Bref. En tout cas, on va reprendre notre premier data frame qui contient nos mots-clés. Alors, on a Copilot qui nous propose de les mettre en minuscules. Alors, j'ai pas vu de majuscules, mais après tout, ça ne nous coûte rien. Mais on va pas s'arrêter là, mon cher Copilot. Alors là, il me propose de remplacer les espaces par pas d'espace, et ça me paraît pas être une très très bonne idée. Alors, Alexis nous dit: je remplace d'habitude par replace. Il y en a pas autant que ça de lettres avec accent. Oui, alors il y en a quand même un petit paquet quand tu y réfléchis. Et en fait, on va pouvoir faire ça en une seule fois avec un petit lambda. Alors, je vais sauter une ligne pour que ce soit un petit peu plus visible. Alors, il me propose encore une fois quelque chose dont j'ai pas envie. Moi, ce que je veux, c'est faire ça. Par contre, il va falloir que j'importe Unidecode parce que sinon ça ne va pas marcher. Hop. Et on va finir par afficher peut-être une vingtaine de lignes de notre data frame pour regarder ce que ça a donné. Ah, alors on a un problème. Alors dans ces cas-là, il y a peut-être un truc qu'on peut tester, c'est de caster notre objet. Non, il n'en veut pas. Alors, je pense que j'ai compris le problème. On va aller rapidement regarder la documentation de Unidecode. Mais en fait, je pense que j'ai appelé la librairie et pas la fonction. Et donc, ça marche pas, tout simplement. Voilà. Donc, si je fais simplement un Unidecode, est-ce que ça marche? Et voilà. Donc là, il y a un truc que j'ai fait qui est peut-être pas très bien. Et du coup, on va recommencer. C'est qu'en fait, j'ai pas gardé le mot-clé initial. Donc je vais recharger en réexécutant cette colonne-là ma liste initiale. Pourquoi je fais ça? Parce que puisque je suis en train de réécrire des caractères, etc., je suis en train de changer en fait la liste des mots-clés que Laura m'a fourni initialement. Et du coup, si je renvoie ça à Laura et que la liste n'est plus la même, elle risque d'avoir des problèmes pour remettre les choses en face les unes des autres, on va dire.
Du coup, par habitude, moi, ce que je fais, c'est que je crée une nouvelle colonne. Comme ça, je garde la, la liste initiale. Hop, et voilà ce que ça donne. Donc on a toujours notre mot-clé initial ici, et puis on a le mot-clé transformé à côté. Ah, on a... alors oui, c'est bien de Laura Blanchard dont je parle, Fred, mais tu regarderas le live en replay pour avoir le début. Et oui, tu es bien là, petit con d'Aurélien. Bienvenue à toi, Aurélien. Il fait partie de ces viewers fantômes qui ne parlent pas. Pourtant, ça fait plaisir de discuter avec toi, Aurélien. Voilà, donc là, on n'a pas vraiment d'exemple de mots-clés avec des accents. Si on en a un ici, ou copropriété avec 2 accents ici, a été transformé en copropriété sans accent. Donc parfait, ça fait bien le job qu'on voulait. Qu'est-ce qui pourrait nous rester comme problématique de nettoyage de mots-clés, on va dire? Peut-être des apostrophes et des trucs de ce style-là. Et dans ces cas-là, en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser les expressions régulières. Donc je vais importer une autre librairie qu'on a peut-être déjà vue ensemble qui s'appelle RE pour Regular Expressions, donc expression régulière, ou regex pour ceux que ça intéresse. Et on va pouvoir ajouter une étape à notre nettoyage. Alors là, en gros, encore une fois, Copilot lit dans mes pensées. Copilot me propose de remplacer avec re.sub tout ce qui n'appartient pas à ces classes-là de caractères, c'est-à-dire un caractère minuscule, un caractère majuscule, ou un chiffre, ou un espace, par rien. Alors moi, je vais plutôt remplacer par un espace, ce sera un peu plus propre. Et éventuellement, je peux également rajouter une dernière étape, c'est, voilà, parfait, Copilot. Remplacer les itérations multiples d'un espace, c'est-à-dire les endroits où je vais avoir remplacé peut-être des caractères par des espaces, et du coup où je vais me retrouver avec plusieurs espaces consécutifs, je vais les remplacer par un seul et unique espace. Et ça devrait plutôt bien marcher. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, bien, on a ici un exemple où on avait qu'est-ce qu'un logement vacant pour des impôts avec nos fameuses apostrophes, et puis un joli petit O circonflexe, et notre mot-clé a été nettoyé. Donc, pour l'instant, c'est plutôt propre, on va dire. Alors, ce genre de routine, on va dire, de nettoyage, en réalité, c'est quelque chose que vous allez faire assez souvent, à tel point que on pourrait tout simplement transformer tout ça en une fonction. Donc, par exemple, si je définissais une fonction comme celle-ci, voilà, il va me reprendre à peu près ce qu'on a fait juste en dessous. Et je pourrais remplacer du coup tout mon code ici par un simple keywords.apply. Hop, voilà. Et ça devrait donner la même chose, exactement. Voilà, donc en fait, l'intérêt d'avoir cette fonction-là, c'est que vous allez pouvoir intégrer cette fonction plus facilement dans plein de projets. Et au lieu de s'appliquer uniquement à une colonne d'un data frame pandas de manière successive comme on l'a fait, ça peut vous être utile sur n'importe quelle chaîne de caractères Python. Donc c'est quand même plutôt pratique. Et puis pour aller plus loin, alors ça fait partie des choses qu'on verra peut-être dans de futurs épisodes. Pour aller plus loin, on va pouvoir
Par exemple, créer sa propre petite librairie, d'utilitaires avec ce genre de fonction-là qu'on a beaucoup l'habitude d'utiliser. Bref, je vais avancer un petit peu parce que je vois que l'heure tourne et que je ne vais pas faire, autant de choses que ce que je voulais. Comment on va s'y prendre maintenant pour, retirer nos villes de notre liste de mots-clés? Et ben là encore, on va pouvoir définir une fonction. Alors peut-être qu'avant, je vais, appliquer cette fonction, hop, je vais j'ai pas réussi à sauter ma ligne, voilà. Je vais appliquer la même fonction à, ma liste de villes, puisque comme ça, je serai sûr que tout le monde a, le même régime, on va dire. Voilà et du coup, j'ai bien nettoyé, a priori, il y a pas de souci. Alors j'aurais pu, je pense, me contenter de ça tout simplement. Je vais recharger rapidement, hop. Comme ça, j'ai plus qu'une seule commune et ça ira plus vite. Voilà, donc l'idée maintenant, ça va être de prendre pour chacun, des mots-clés que j'ai dans cette colonne ici, heu, bah, la liste de toutes mes villes et regarder si, j'ai une occurrence de ville, auquel cas je, retire ce mot-clé-là. Le problème, c'est que, bah, je vais avoir une liste de mots-clés, très, très importante comme ça et je vais pas m'amuser à faire une boucle, on va dire. Mais je peux, en fait, m'inspirer de quelque chose que là encore on va faire assez, classiquement, on va dire, en Python. C'est en fait, on est ni plus ni moins en train de, retirer des stop words d'une liste de mots-clés ou d'un texte. Donc je vais prendre en entrée de cette nouvelle fonction, un item dont je veux retirer mes stop words et puis, heu, également ma liste de stop words et Copilot me propose déjà une fonction. Alors on va relire quand même. Il split l'item, donc c'est-à-dire qu'en fait il va séparer, heu, mon texte en liste de mots en séparant en se basant sur les espaces comme séparateur, donc ça me va très bien. Et ensuite dans cette liste-là, il ne va garder en fait que les mots-clés qui ne sont pas dans la liste de stop words. Donc là, on est dans ce qu'on appelle, des compréhensions, en Python. Donc c'est toujours un petit peu bizarre comme syntaxe, mais une fois qu'on a compris, ça fait gagner beaucoup de temps et c'est, en théorie en tout cas, souvent un peu plus efficace qu'une syntaxe un peu plus verbeuse. En gros, ce que ça dit, c'est: «Crée-moi une liste», donc c'est, les brackets qu'on a de chaque côté, qui va contenir, heu, un mot pour, tous les mots dans, ma liste initiale item, si ce mot-clé-là n'est pas également dans la liste words. Alors, Fred nous demande si c'est pas un truc à remplacer. Non, non, c'est pas du tout un truc à remplacer puisque, pour l'avoir déjà fait, je peux t'assurer que j'écris exactement la même chose, si je le fais à la main. Donc c'est parfait. Hem Ici, il termine en nous, rejoignant, on va dire, les mots en les rejoignant avec un espace. Donc c'est-à-dire que, on va avoir à cette étape-là une liste de mots, et on retransforme cette liste de mots en une seule chaîne de caractères où les mots vont être séparés par des espaces et on retourne, finalement l'item. Ce qui veut dire que si, je prends mes, keywords clean. Hem, je vais
va simplement falloir que je remplace stop words par ça, voilà. Alors je vais retirer peut-être quelques indentations. Donc là, en gros, qu'est-ce que je fais? Je lui dis de remplacer cette colonne déjà existante dans mon data frame par, l'application de ma nouvelle fonction remove stop words et tout simplement, je vais lui fournir comme stop words la liste, des, noms de la commune. Donc en gros, tout simplement, je transforme cette série, donc cette colonne de mon data frame en une simple liste Python que je fournis à ma fonction. Voilà, alors Fred nous dit: «Il t'a proposé juste avant de définir la liste de stop words». Alors tout à fait, oui, j'aurais pu, définir une variable, on va dire, mais bon, c'est pas forcément indispensable. Alexis me dit: «Je supprime d'habitude également tous les items à moins de 2 caractères». Alors effectivement, en termes de nettoyage, on peut aller un petit peu plus loin. Il y a plein de choses à faire. Les items à un ou 2 caractères, effectivement, il y a pas mal de choses et puis dans les stop words, on pourrait aller plus loin également. Mais bien sûr, on n'a pas beaucoup de temps puisque, l'objectif, c'est de rester ici dans un live d'1 heure seulement. On trouve de tout dans les exports SEMrush et Systrix. Ben, je vois qu'on a le même genre de cible effectivement. De source plutôt, pardon. Mais effectivement, oui, le nettoyage des mots-clés, c'est souvent assez compliqué. D'où l'intérêt, encore une fois, hein, d'avoir une petite fonction comme celle qu'on a définie juste au-dessus, que vous allez pouvoir réutiliser et qui est souvent bien pratique. Et puis ça peut permettre, enfin, pourquoi on fait ça? C'est pas juste, parce que ça fait joli, c'est aussi parce que ça peut permettre lorsqu'on va réutiliser d'autres outils derrière. Je pense notamment à des outils, de scrapping de résultats, comme, Data4SEO ou ValueSearch par exemple. Bah, souvent, ils aiment pas énormément qu'on leur envoie des accents ou des caractères bizarres dans les requêtes. Donc si on les nettoie en amont, bah, ça nous permet d'avoir moins de problèmes également. Alors ma fonction c'est appliqué, hop. Alors vous avez peut-être pu voir que, mine de rien, ce genre de fonction où on fait des boucles et cetera, c'est quand même pas rapide puisque là on a fait, une fonction qui s'est exécutée en 25 secondes, ce qui est quand même plutôt lent. Mais du coup, bah, on a quand même quelque chose de plutôt sympa. Alors c'est pas parfait, et on va voir ensemble pourquoi. Mais, du coup on a, ici par exemple appartement étudiant Rennes qui a bien été, transformé en appartement étudiant. Donc le nom de ville sont plutôt bien, détectés. Pareil pour location maison Lille, on a retiré Lille. Port-le-Cat également. Par contre, on a parfois des petits bugs. Par exemple ici, maison à louer Annecy. Je pense qu'on aurait voulu garder maison à louer. Alors pourquoi louer Annecy a été supprimé? Probablement parce que, il y a une ville qui doit s'appeler Loué en France. Il y a des villes qui s'appellent n'importe comment, donc il y a probablement Loué. Et en fait, bah, pour le coup, on retrouve ici le même problème, c'est-à-dire que, on a notre Loué, qui a disparu. On a également un autre petit souci éventuellement, c'est que, louer un appart à louer, oui, voilà, on peut essayer, on peut essayer. Il vaut mieux qu'il soit à louer si tu veux le louer. Bref, on a également d'autres soucis, c'est que, on a des termes qui, eux, n'ont pas été supprimés. Par exemple, les noms de départements. On a l'Orne ici, on a, la Guadeloupe, on a la Sarthe. Donc, il faudrait enrichir notre liste de mots-clés à supprimer, donc notre liste de stop words, pardon. Et puis on a un deuxième souci, c'est, les numéros de département. Ça, j'imagine également que, Laura ne souhaitait pas les conserver. Alors comment on pourrait faire pour ça? Donc à la fois pour supprimer des termes de nos stop words, pour pouvoir les conserver,
et puis également rajouter d'autres stop words, on peut par exemple, manipuler notre liste de noms de la commune. Donc ça, ce serait une des solutions. L'autre solution, ce serait également, d'ajouter une whitelist. Donc typiquement, si je me mets ici et que je me rajoute une whitelist, on va le faire rapidement, mais donc on a vu qu'on avait loué. Je crois qu'on a, jardin qui a disparu ici et j'ai vu un campagne, il me semble. Voilà, campagne. Bref, on va essayer avec cela déjà. Et là, on va pouvoir se refaire le même genre de compréhension de liste que tout à l'heure. Alors, je vais encore une fois faire un petit backslash pour afficher ça de manière un petit peu plus lisible. Voilà, donc là, ce que je lui dis tout simplement, c'est tu me prends ma liste de communes et tu vas garder uniquement les termes qui ne sont pas dans ma whitelist. Donc on va avoir une liste de, ici, probablement 39 000 moins 3 termes. Mais surtout, je vais ensuite pouvoir ici simplifier un petit peu et utiliser du coup ma nouvelle variable stopwords, donc qui est une liste un petit peu filtrée. Donc voilà comment on pourrait faire. Alors j'ai relancé la fonction et on va voir si c'est un petit peu mieux. Et en attendant, on va discuter également de les termes manquants finalement. Donc là-dessus, tout simplement, il faudrait ajouter à notre liste de stopwords les termes qui nous intéressent. Typiquement avec une fonction comme append, c'est assez facile de rajouter des items dans une liste. Alors la fonction c'est exécuté. J'imagine qu'on va pas tomber directement sur un exemple. Alors là, on a un loué qui n'a pas été supprimé. Enfin, qui a été supprimé, pardon. On a un pont, tiens, qu'on pourrait rajouter à notre liste également. Alors je crois que loué, en fait, il a pas voulu. Bon, il faudrait creuser un petit peu et comprendre pourquoi j'ai une whitelist qui n'a pas l'air d'avoir été prise en compte. Mais en tout cas, je pense que vous avez saisi l'idée. Je vais passer à la suite quand même parce que il nous reste une dizaine de minutes. Et alors, il a viré loué, puis nettoyé ensuite. Ah oui, alors en fait, je suis bête. Tu as raison, Fred. En fait, j'ai réappliqué la fonction sur les mots-clés qui avaient déjà été nettoyés. Donc, en fait, ils sont plus là. Je pouvais réexécuter autant de fois que je voulais, ça n'allait pas marcher. Donc a priori ici, il suffirait de recharger notre liste de mots-clés, renettoyer et réexécuter et on va trouver il va bien. Je vais juste rajouter ce que j'ai vu, c'est-à-dire pont hop, à ma whitelist. Et je vais avancer quand même, mais j'espère que vous aurez compris le principe. Ce que je voulais faire également, puisque ça fait partie des solutions qui ont été proposées, c'est parler de Ngram, parce que je pense que le but de Laura, finalement, c'était surtout de trouver les termes les plus fréquents dans sa liste de mots-clés. Et c'est dommage que malheureusement, elle n'ait pas pu être là pour nous confirmer tout ça. Mais là encore, la recherche de Ngram dans des listes de mots-clés, c'est quelque chose d'assez courant et assez facile en Python.
Alors, on va se servir, d'une librairie qu'on a déjà utilisée, pour d'autres choses, mais qui est parfaite pour ça, qui s'appelle Scikit-learn. Et alors dans Scikit-learn, qu'on abrège en sklearn, il y a voilà, on le trouve directement dans les suggestions Google. Il y a, une une méthode de, comptage en fait des items. Pardon, donc Count Vectorizer. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une méthode pour, calculer les n grammes, donc 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes, et cetera, sur, des chaînes de caractères, quelles qu'elles soient. Donc très facile si vous voulez extraire, par exemple, les n grammes, d'une page web, mais ici également, pour extraire les n grammes de, notre, liste de mots-clés. Donc en fait, au lieu de lui fournir un simple texte, on va lui fournir l'ensemble de tous nos mots-clés ici, comme texte, et lui demander de nous extraire les, heu, les n grammes. Donc comment ça se passe? Alors on va franchement, je suis toujours bluffé par Copilot qui lit vraiment dans mes pensées puisque, bah, là, concrètement, il est juste en train de d'écrire à ma place. Donc on va importer, Count Vectorizer. Alors c'est pas exactement sklearn, mais du coup une des sous-librairies, on va dire. On fait souvent ça pour que ce soit un peu plus facile de trouver méthodes qui nous intéressent. Et puis on va créer du coup un objet qu'on va appeler Word Vectorizer par habitude. Et voilà, il est en train tout simplement d'écrire à ma place. Donc je vérifie juste qu'il m'affiche pas de bêtises. Alors, vous pouvez voir que là, il me propose des trucs qui sont alors pas forcément indispensables dans notre cas et pas forcément intéressantes. Il me propose déjà de prendre en compte une liste de stop words. Donc c'est typiquement ce qu'on a fait au-dessus, mais là l'idée c'est qu'on a quelque chose qui est directement intégré à notre librairie, et qui va du coup prendre en compte tout ce qui va être déterminant, donc le, l'aller, et cetera. Tous les mots vraiment très, très courants de la langue. Et alors je vais vérifier dans la documentation, mais normalement il y a, une liste de stop words directement en français qui sont proposés et ben non en fait. Hem, bon, on va tenter quand même parce qu'il me semble que ça marche de mettre un petit French. Mais, mais je suis pas garanti que ça fonctionne. Pour le reste, en gros, tout simplement, ce que je lui dis, c'est que je veux ici garder, des termes qui vont de 1 à 1 élément, donc en gros les 1 gramme. Que l'analyseur, c'est-à-dire le découpage que je veux faire, il est au niveau des mots. Donc comme vous pouvez le voir ici dans la documentation, en fait, je peux avoir, plusieurs, analyseurs. Donc soit je peux lui fournir moi-même une fonction ou un objet qui va me permettre d'analyser des choses de manière plus ou moins, avancée. Mais en général, on va se servir soit de l'analyseur mots ou de l'analyseur caractères. Alors Alexis me dit: «Tu n'utilises pas NLTK?» Alors j'utilise NLTK parfois également, là j'avais envie d'utiliser, Scikit-learn. Donc NLTK, c'est une autre librairie Python qui fournit elle aussi, des méthodes de manipulation classiques de texte comme celle-là. Il y en a d'autres également, hein, qui ont toutes, des avantages et des inconvénients. Et puis on peut également faire les choses à la main puisque, bah, découper en n grammes, c'est ni plus ni moins que faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je prends, la liste de mes mots-clés, et puis, bah, je les découpe en utilisant l'espace comme séparateur et j'ai des n grammes. Après, il me suffira d'aller compter, les occurrences de chaque terme dans ma grande liste.
Donc ce serait pas si compliqué que ça à faire à la main. Par contre, la question d'Aurélien qui suit est intéressante. Pourquoi tu ne vises pas les 2 ou 3 grammes? Bah, en fait, je peux le faire également. C'est l'avantage d'utiliser un objet, on va dire, comme Count Vectorizer, c'est que là, je lui demande des 1 gramme, mais en fait, je pourrais également lui demander de me faire les 2 grammes en lui disant: «Je veux 2 à 2», par exemple, les 3 grammes en lui disant 3 à 3, ou bien les 1, les 2 et les 3 grammes. Et du coup, je peux tout faire d'un seul coup. Donc c'est tout à fait faisable. On va, commencer par les 1 gramme déjà pour voir si ça marche. Heu, je vais juste finir de, rédiger mon texte, même si là je ne fais que, je ne fais que lire, ce que Copilot me propose. Alors, Aurélien avait bien saisi, c'était une vraie question. En fait, alors, vraiment l'idée c'est, on peut le faire, comme on veut. Hem et finalement peu importe, j'ai envie de dire. Hop, hop. Alors on a Alexis qui est bluffé par Copilot. Alors je t'avoue qu'Alexis, moi je l'utilise quasi quotidiennement et même en l'utilisant quotidiennement, je suis bluffé à chaque fois. Donc c'est vraiment très, très cool. Et vraiment là, bon je prends le temps d'expliquer ce que je fais et donc c'est un peu moins rapide, mais vraiment ça fait gagner un temps fou. Donc là, ce que j'ai fait grosso modo, c'est que, j'ai créé mon objet en lui disant: «Voilà, je veux que tu découpes ce que je vais te fournir de cette manière-là». Et ensuite je lui dis: «Bah, du coup, voilà la liste des mots-clés que je te donne, découpe-les et puis, stocke-les dans une matrice dont on va pas se servir, heu, qu'on va appeler sparse matrix». Alors là, c'est vraiment, des habitudes et on fait toujours un petit peu de la même manière. Et puis ensuite depuis cette matrix, on va simplement, extraire les fréquences d'apparition de chaque mot-clé et puis je finis tout simplement, comment dire? Stocker les résultats des fréquences dans un nouveau data frame que j'appelle gram, et je vais, les trier pardon par fréquence en ordre descendant et voilà ce que ça va nous donner. Alors normalement c'est relativement rapide, on croise les doigts. Le seul truc qui me fait un petit peu peur, c'est, pas sûr qu'ils prennent en compte des stop words en français et je trouve ça plutôt lent là pour une fois. En même temps, je suis sur un vieux Mac, de 2013 je crois, donc peut-être qu'ils peinent un peu avec ce genre de manipulation. Ah voilà, on a une erreur. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ah voilà, donc ce qui lui pose problème effectivement, c'est les stop words, donc on va laisser nos stop words de côté pour cette fois. Sachant que dans les stop words, alors vu l'heure, on vérifiera une autre fois, mais on peut aussi lui fournir des stop words, manuellement, on va dire. Donc si vous avez de votre côté déjà une liste de stop words existantes, a priori ça peut fonctionner directement. Ah, j'ai une autre erreur. Ah, ça c'est plus étonnant.
Alors je nettoie un peu mon code pour que ce soit plus facile à relire. Bon, alors là, je comprends pas trop ce qui se passe, donc on va demander à Google ce qu'il en pense. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc quelqu'un qui a presque la même problème que nous. Ok. Donc en gros, j'aurais dû lire la documentation ici. La fonction getFeatureNames, elle s'appelle maintenant getFeatureNamesOut. Bon, voilà, c'est pas très compliqué. Et c'est là aussi où on voit, bah, voilà, Alexis qui me demande si Copilot est toujours en 2021. Bah, c'est un bon exemple justement du fait que Copilot n'est pas toujours à jour, comme tous les assistants de ce genre-là. Voilà, donc là on a notre résultat final avec les n-grammes les plus fréquents. Donc appartement, location, maison. Alors il faudrait qu'on arrive à retirer les stop words, pardon, je commence à fatiguer. Mais en tout cas, ça marche plutôt bien. On va envoyer du coup le replay de tout ça à Laura pour savoir ce qu'elle en pense. Alors on n'a malheureusement pas eu le temps d'aller aussi loin que ce que je voulais. Je voulais notamment utiliser une autre librairie en Python que j'aime beaucoup qui s'appelle Spacey. Et j'espère qu'on va pouvoir le faire, alors peut-être la prochaine fois. En fait, Spacey, alors, qui est une librairie très orientée Natural Language Processing, donc NLP pour ceux à qui ça parle, propose notamment des méthodes pour détecter les entités nommées. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de s'amuser à aller détecter les localités via une liste qu'on va avoir fournie, on aurait pu tester également le fait de détecter les localités parce que c'est un emplacement de localité dans la phrase. Voilà, donc on fera ça une prochaine fois parce qu'on n'a pas eu le temps malheureusement. Deux petites remarques de Fred qui nous dit: tu aurais pu virer les vrais stop words. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai pas fait, mais ici à la place de simplement French, je pense, et il faudra vérifier la doc de sklearn, mais je pense qu'on peut simplement lui fournir une liste custom, on va dire. Et donc bah, vous allez probablement très rapidement vous retrouver comme moi avec un fichier qui va s'appeler stopwords-fr.txt dans lequel vous allez lister les stopwords que vous voulez supprimer pour pouvoir les fournir à ce type de fonction là. Vraiment c'est assez classique. Et puis on a Goraden qui nous dit qu'on voit le bon coin, et effectivement on voit bien le bon, ok, mais surtout bon et coin qui apparaissent. Donc voilà, en termes d'entités nommées, justement, j'aurais été assez curieux également de voir si les marques comme Le Bon Coin ou d'autres sont facilement détectées par le modèle de base de Spacey. Donc à voir une prochaine fois. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette fois. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vais mettre en ligne le replay, je pense demain matin si tout va bien. Voilà, a priori je vous donne rendez-vous du coup la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer sur ce genre de thématique là. Si vous avez d'autres idées de ce type là, de petites manipulations classiques qui peuvent vous intéresser au quotidien, n'hésitez pas à me soumettre les idées. J'ai énormément de sujets en tête à évoquer, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir vous aider
sur ce qui vous intéresse le plus. Voilà, et puis, bah, pour le reste, je vous souhaite du coup une bonne fin de journée. Pour moi, il va être l'heure de l'apéro, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!